Salut et bienvenue sur Artisan de l'Esprit. Épisode assez particulier parce que en fait c'est le bilan de ces 6 mois de podcast. Et en réalité ça fait bien plus de 6 mois que je travaille dessus. Je sais pas si tu le sais, mais ça fait même 2 ans. Donc l'idée c'est d'expliquer un petit peu le pourquoi j'ai fait ce podcast là, ce que j'en retire, comment je fais pour bosser dessus et, euh, et la morale un petit peu de tout ça. Donc ce sera un court épisode et j'espère que ça te plaira. La première chose que j'ai à dire, c'est que déjà c'est parti d'un constat très simple. C'est que j'ai rencontré pas mal de gens inspirants. Des gens auprès de qui j'ai pu m'identifier moi en tant que personne, en tant que jeune de banlieue, en tant que fils d'immigré, qui n'avaient pas forcément des bons résultats scolaires. Et, euh, et dans mon entourage proche ou lointain, je me rendais compte que parfois des potes de quartier sont les voisins de telle ou telle personne qui sont plus ou moins connus ou acteurs associatifs et tout, mais qui n'ont pas forcément pris le temps de discuter ensemble pour s'inspirer, pour se donner de la force, etc. Et c'est comme ça que je me suis demandé en fait comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice et justement faire en sorte que ces personnes-là échangent et discutent. Et pour moi, la voie du podcast était la manière la plus facile et rapide à mettre en place, mais surtout même pour transmettre derrière, pour partager, etc. etc. Donc voilà un petit peu l'essence de ce podcast-là. Il y a... on m'a déjà posé la question pourquoi j'interviewe telle ou telle personne comme si elle n'était pas forcément légitime, entre guillemets. Mais moi, ce que je veux vraiment expliquer dans tous les épisodes, c'est que chaque personne va s'identifier plus à une personne qu'à une autre. Chaque auditeur ou auditrice, quand elle va écouter un épisode, une personne, elle va naturellement plus s'identifier à une personne qu'à une autre. Et moi, ce que je veux montrer, c'est pas des success stories en réalité. Mais ce que je veux montrer, c'est vraiment le cheminement. Le chemin du... j'aime pas appeler ça succès, mais de l'épanouissement quelque part. Qu'il soit professionnel ou artistique ou autre. Et je veux qu'en fait, à la fin du podcast, à la fin de la saison 1, de la saison 3, ou je sais pas combien de saisons il y aura, mais la personne se dise en fait, je me situe à tel endroit de la courbe. Et en fait, ça me rassure parce que je suis pas le seul, je suis pas la seule à me sentir dans ce truc-là, quoi. Donc pour moi, c'était important d'expliquer ça. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que Artisan de l'Esprit, c'est un podcast indépendant. Et en fait, ouais, je suis tout seul à tout faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu l'idée il y a à peu près 2 ans. Et le projet concret, il a mis peut-être 6-7 mois à émerger. Et après, j'ai eu quelques opportunités qui n'ont pas pu se créer, mais en réalité, c'est pas grave, parce que je me suis dit, en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et c'est là où j'ai commencé à mettre de côté pour investir dans le matos. Donc, tout le matos que j'ai, il est à moi, et c'est avec ça que j'enregistre, que je fais les montages, etc. etc. Donc, j'investis du temps, j'investis de l'énergie, et j'investis aussi de l'argent parce que il faut des lieux insonorisés pour enregistrer chez les personnes. Donc c'est pour ça qu'en fait le podcast il évolue d'un épisode à un autre parce que c'est des locations de salles, etc., etc. Donc ça prend du temps et de l'argent. Après il y a le montage derrière, il y a la communication derrière, il y a vraiment beaucoup de travail en réalité. Et je me rends compte que si je kiffais pas faire ça, j'aurais pas été aussi régulier et j'aurais pas essayé de faire en sorte de faire du contenu de qualité d'épisode en épisode. Donc en réalité, je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi parce que j'avais peur de ne pas être régulier et pour moi, c'était vraiment la chose la plus importante. Donc aujourd'hui, au bout de 6 mois,
de proposer 2 épisodes par mois, un épisode à la mi du mois et un autre épisode à la fin du mois, pour moi, c'est une case que je peux déjà cocher. Donc je suis extrêmement content par rapport à ça. Et pour terminer, j'ai demandé à Noal Aomé, réalisateur du trailer que j'ai sorti au mois de janvier pour le lancement du podcast, de venir pour qu'on puisse échanger, discuter un peu de tout le process, de tout ce qui s'est passé, de la réflexion jusqu'à la sortie. Et l'idée, c'est vraiment de partager à froid tout ce qui s'est passé, les galères aussi, parce qu'on a eu pas mal de galères et tout. Mais voilà, transmettre aussi notre apprentissage par rapport à cette expérience-là. C'est ma façon aussi de le remercier encore un petit peu plus pour le taf de fou qu'il a fait. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc sans plus attendre, place à l'échange avec Noal. Je pense meilleur tournage de ma vie et pire tournage de ma vie. Ah ouais? Ouais. Parce que tu te souviens, en fait, on pourrait expliquer un petit peu, on avait une idée qui était ouf, qui collait vraiment bien à la vision, en tout cas qu'il y avait à l'époque. On est allé le faire et nouvelle caméra, manque de synchronisation avec certaines parties techniques. Ouais. On a dû tout refaire. Ouais. On avait des sacrées images. C'était vraiment aussi bien sur l'organisation, le tout, le machin. C'était aussi une des premières fois de Marwa, donc ma femme, en tant que productrice. Donc tout s'est archi bien passé. Mais malheureusement, on n'a pas pu sortir le résultat de ce truc-là. Donc forcément, derrière, tout ce qui s'est passé avec de la frustration. On n'aura jamais les mêmes moments, tellement c'était incroyable. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était au milieu du tournage. Mais c'est vrai que ça a commencé beaucoup plus tôt. Parce que je me souviens, genre, c'était peut-être 1 an avant. Je t'ai dit, ouais, j'aimerais bien faire un trailer et tout. Et t'étais archi chaud. Ah ouais, oulala. C'était même, ouais. Un an et demi, voire 2 ans avant, ouais. Donc l'idée, elle était moins structurée. Je crois même que c'était par rapport au son de Jewel qui est dans la vidéo, qui me donnait envie de faire la vidéo, mais c'est tout, tu vois. Je sais que entre temps, l'idée, elle a beaucoup évolué. Tu te souviens ou pas? Ouais, complètement. Elle s'est énormément enrichie. Ouais. Moi là-bas, je voulais même pas montrer ma tête. Je voulais faire juste 2-3 trucs et tout. Je voulais que ce soit. Ah, de fou malade, c'est vrai. Ah ouais, casquette, ombre. Ouais, casquette, ombre, son jusqu'au bout. Mais comme quoi, parfois, laisser le temps, laisser mûrir et tout, c'est important aussi, tu vois. Donc on a eu quelques galères et tout par rapport à ça. Et après, quand on a décidé vraiment de le faire, le truc, on a charbonné comme jamais, mine de rien. Carrément. Alors, est-ce que tu te souviens comment on a procédé pour mettre les choses à plat et tout? On s'est vu quelques fois. Alors dans un premier temps, si je me souviens bien, je t'ai demandé de me pitcher l'idée. Non, je crois qu'on s'était vu même pour ça, ouais. Même pour le pitch, on s'était vu. On a fait le moodboard ensemble. Donc le moodboard, c'est simplement, ok, voici l'idée générale, voici ce que j'aimerais donner comme énergie à la vidéo. Ensuite, on est allé voir dans d'autres réalisations qui te plaisaient. Et c'était beaucoup de clips, il me semble, toi. Ouais, je voulais faire une espèce de... Ouais, il y avait beaucoup de clips qui ressortaient, notamment spécial. C'était ce jeu d'images que j'aimais bien et tout. Et là, en ce moment, il y a un clip que je kiffe à fond. C'est le clip Van Damme de SDM. Faudrait que tu le regardes, il est incroyable. Vas-y, je note ça juste après. Chaud. Et donc, on a fait... donc, on se voyait après le boulot, on se voyait le soir... On retravaillait l'idée, ça a beaucoup évolué parce que ça partait d'un truc très c'était quoi le terme déjà, pas imagé mais très scénarisé, tu vois. Après on est passé à un truc un peu plus street et puis finalement on a fait une espèce de truc hybride entre les deux. On voulait un truc, c'est vrai, au début on voulait un truc super psychologique, et on est allé sur du quand même assez bien figuratif au résultat. Et en même temps, c'est vrai que moi, ma pratique évoluait. Toi, la manière dont tu développais les choses aussi évoluait, parce qu'on rentrait tous les deux de plus en plus dans le concret. Mais c'est vrai que ça s'est passé sur un long moment, en vrai. Ouais. Avec la prep, Donc ça, c'était, je me souviens, c'était l'hiver,
Après, il y a eu les histoires de confinement, de machin, de bidule, laisse tomber. Mais je me souviens aussi que dès que le confinement et tout s'est terminé, là, on a commencé à charbonner. Ouais. Et c'était au moment où il y avait la canicule. Tu te souviens de la canicule ou pas? Ouais, je m'en souviens. Hein. Ah là là. On a passé 3 jours intensifs. Moi, j'étais... En fait, il y a un truc avec du recul qui me fait gaulerie, c'est quand tu me dis, ouais, vas-y, attitude. Moi, je dis, qu'est-ce que c'est attitude? Ah ouais, comme dans les clips et tout, mais je savais pas, tu vois. Ouais. Donc moi, pour moi, c'était vraiment un nouveau monde, tu vois. J'ai vraiment découvert ça. Le côté acting, c'est un bien grand mot, mais ouais, je partais de plus bas que zéro, tu vois. Mais c'était un très bel apprentissage en tout cas. On en avait parlé un peu après. Je sais pas si tu te souviens de ce côté-là, le côté où tu te rendais pas compte, les heures que ça pouvait mettre, le côté long de la chose, rien que pour faire une scène, la bonne scène telle qu'on la voulait, le côté où il fallait refaire. On en avait parlé un petit peu après, et moi c'est vrai que j'avais pas eu ton sentiment de sentir ça long. C'est peut-être que pour moi c'était normal, et du coup ton attitude montrait que pour toi t'étais à l'aise en fait, tu vois. On voyait pas la difficulté que ça pouvait représenter pour toi, à part quand c'était des longues journées et qu'il était 18h et qu'on avait commencé à 10h. Après là tout le monde était fatigué. Mais franchement j'ai pas ressenti ce côté-là. Bah en vrai j'étais focus à fond, tu vois. Je me suis dit il faut qu'on ait les meilleures images, parce qu'il suffit que le temps soit mauvais, il suffit que telle ou telle chose soit pas bon et qu'on est obligé de tout recommencer, tu vois. On investit du temps, on investit de l'énergie, on investit de l'argent. Et c'est... En plus, moi, quand c'est une nouvelle expérience, je fais en sorte vraiment de la vivre à fond. Parce qu'une fois, j'ai déjà tourné dans un clip, et le clip, c'était cool, tu vois, mais le tournage était carré, il était bien, il était structuré, et genre, il pensait finir à 19h, et en fait, 17h, on avait déjà terminé, tu vois. Le feu ? Ouais, donc c'était cool. Mais c'était un autre truc, c'était un autre délire. Là, c'était plus... c'était plus street et tout, et j'ai kiffé, tu vois, vraiment j'ai kiffé. Et après s'en est suivi, est-ce que tu peux développer un peu plus la galère qui nous est arrivée par rapport aux images? Ouais, donc la galère qui nous est arrivée. On shoot des trucs, on fait... du coup sur le premier shoot on était organisé à la mort, on avait du coup notre shotlist, on avait notre séquençage heure par heure, machin, bidule, on savait à telle heure on devait être où. On avait aussi des invités, notamment Nicolas Sen. Nicolas, ouais. Du coup, on shoot, on est au jour 2, je crois. On est au jour 2. Le jour 1, déjà, on shoot, on a des images super qui correspondent vraiment à notre vision. On rentre à la maison ensemble parce qu'on avait décidé de faire le tout en 24 heures. En ayant, je crois qu'on avait 5-6 lieux différents. Donc on devait se déplacer à chaque fois. Donc on shootait aussi de nuit. Et on n'a pas eu le temps vraiment de se poser sur les images. J'ai à peine eu le temps de vider le disque dur, qu'on repartait déjà sur le lieu suivant, donc on s'est pas posé pour regarder les images, voir si ça nous plaisait ou pas. Grosse erreur à tous les grosse erreur. Tous les réals. Bref, toujours avoir un ordinateur sur le set, toujours checker en direct les images, parce que là du coup je venais d'avoir ma Blackmagic, c'était la 4 à l'époque. J'avais mon disque dur Samsung S5, même pas le S3, ou T3. Et le T3 n'était pas compatible avec la Blackmagic Pocket Cinema 4K. C'était le Samsung T5. Du coup, la différence, c'est qu'il y a en vitesse d'écriture, donc en mégabits par seconde d'écriture, le T3 est moins rapide. La Blackmagic a besoin de une grande capacité, une grosse vitesse d'écriture pour que toutes les images s'écrivent correctement. Et du coup, on n'a pas eu toutes les images. C'est-à-dire qu'on avait, sur une séquence d'1 minute, on allait avoir une frame qui allait sauter toutes les secondes, par exemple. Et c'était très très moche. Donc vraiment, pour vulgariser, ça veut dire que quand on a enregistré et qu'après ensuite quand on mettait sur l'ordinateur pour voir les rushs, et ben ça faisait des images qui ramaient, quoi, qui étaient saccadées et tout. Exactement. Et donc c'est pas des images qui étaient exploitables. Et en fait ça, même si on avait un petit indice sur la caméra, on pensait que c'était un petit peu la caméra qui buguait ou un truc comme ça. On continuait. Et je me souviens,
On a fait 2 jours et demi, parce qu'on a fait le lendemain où c'était vraiment dense, et après, le surlendemain, on a fait quelques plans chez moi. Ouais. Et c'est là où on s'est posé. Ouais, on s'est posé un peu. Tu m'as dit après, je vais regarder les rushs tranquillement chez moi. Et genre 2-3 jours après, tu m'appelles. Ouais. Et tu me dis quoi? Ah ouais, parce que... Attends. Laisse-moi mettre du contexte, parce que là, on va penser que je fais pas mon taf. Non, effectivement, sur la caméra, on voyait déjà une petite saccade Ça se lisait pendant 10 secondes, après on voyait que ça saccadait un petit peu. Mais du coup, je me suis dit, bref, vas-y, c'est peut-être un truc de la caméra, et je mets avance rapide, et c'est bon, ça passe, tu vois. Quand on commence par regarder, on est chez toi, effectivement, on commence par regarder les images, je les mets sur l'ordi et tout. Wesh, les images, elles sont bizarres. Je dis, attends, là, je commence par avoir des gouttes. Mais vas-y, on reste pro. Du coup, je te dis, non, t'inquiète, je vais trouver une solution. Je rentre chez moi, je passe 24 heures sur YouTube, j'essaie tous les outils de Premiere Pro, je cherche un truc, je cherche un machin. Ouais, au bout de 48-72 heures, je t'appelle. Ouais, gros, faut qu'on fasse le shoot. Je t'ai rien dit d'autre. J'ai compris direct. Faut qu'on fasse le shoot. J'ai compris direct. En fait, j'étais pas serein quand je voyais sur la caméra, j'étais pas serein. Je me suis dit, bon, après, je lui fais confiance, c'est lui le pro. Mais après, ça m'a pas étonné. Donc, tu vois, quand tu me l'as dit, en vrai, j'étais pas plus surpris que ça, ou vénère, ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, j'ai dit, bah vas-y, on va. Pas étonné, Ouais. J'ai dit, bah vas-y, on va refaire ça tranquille. Hein. De toute façon, il faisait encore beau, c'était l'été, il faisait un peu moins chaud. Donc, c'était cool. Après, on n'a pas pu revoir Nico, malheureusement. On avait fait des plans au Pablo Picasso, dans son quartier et tout, c'était vraiment cool en vrai, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est que ce n'est que partie remise. On avait fait des trucs incroyables. Ouais. On a fait au Pablo Picasso, on s'était posé sur le parvis, en plein milieu du truc. Après, il nous a fait une visite de la thèse, on a tout filmé. Il y avait le train. On était à une gare perdue chez cette gecko là. On avait fait Pontoise. On avait croisé cette gecko en plus avec Amine Kassid. On avait fait Pontoise. Et puis un peu avant, c'était vers je sais plus quelle gare. Une gare où le train il passe toutes les 30 minutes là. Ouais. Et du coup, une scène incroyable où on gruge, on se met de l'autre côté des voies. Toi, t'es sur la voie, tu t'assois sur la voie. Il y a un train qui passe, tu te lèves une seconde avant. Il klaxonne et tout, le train, un truc de ouf. Et ça, on l'a plus. J'avoue. Là, j'avais oublié ce passage. Il y a eu des choses. Ouais. C'était marrant, en plus j'étais passé il y a pas longtemps et j'ai repensé à ça. En plus, on était parti voir la meuf de l'accueil. Ouais, est-ce qu'on peut filmer, etc. Elle a dit juste filmer pas la plaque et tout. Et le nom de la gare, et c'est bon, tu vois. Mais ouais. Et donc, on se revoit, on recommence. 2-3 jours, on enchaîne. On est plus smart. Le temps a passé parce qu'on avait des trucs à faire de notre côté et tout. Mais on refait le taf. Après, on voit qu'il reste 2-3 plans à faire un peu perso et tout. Mais moi, je me souviens d'une chose, c'est quand j'étais chez toi après pour finaliser, il fallait l'audio. Et j'ai dû refaire un petit peu l'audio, il me semble. Je sais plus trop. Et surtout, c'était la timeline que t'as fait qui était incroyable. Est-ce que tu te souviens? T'avais même filmé, je crois, t'avais dit j'avais jamais fait une timeline aussi. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Je me souviens plus exactement, mais après, c'est vrai que l'audio, il avait 1 an et demi aussi. Ouais. Il avait l'âge de l'ancienne tentative. Ouais, du coup, on a essayé de retravailler ça. Par rapport à la timeline. Alors, comment pour les novices, comment on peut définir la timeline déjà? C'est le montage, tout simplement. Okay. Le montage, les étapes du montage, les briques, aussi bien audio que visuellement, qui constituent sur le logiciel de montage, donc Premiere Pro pour moi, les briques qui sont assemblées. Et effectivement, j'avais essayé un montage dynamique à la Benoît Marzouvanian. Ouais, à qui on passe un gros salam, on fait une grosse bise. La casse dédiée. Et ouais, non, du coup, beaucoup de travail. Ça m'a permis, moi, derrière, d'apprendre à faire beaucoup de choses différentes ensuite. Donc, c'était lourd, mais c'était une première. Donc, okay. Ouais, beaucoup de travail. Ouais, donc, toi, est-ce que tu peux estimer le temps que ça t'a pris, ça nous a pris au total? Sur la version finale, tu veux dire? Sur du début jusqu'à la fin.
Ouais, la version finale, genre à partir du moment où, à partir des premiers plans qu'on a fait. Genre, Les premiers chez toi il y a 2 ans, là non, 3 ans? non, les vrais premiers qu'on a exploités. D'accord, ok. Les vrais premiers qu'on a exploités. Ça nous a pris... En temps, on a dû mettre 3 mois. On a shooté à différentes occasions, on n'a pas tout fait d'un coup. On n'a pas fait non plus tout le montage d'un coup. Ouais. Donc en tout, je pense que ça nous a pris de septembre, on l'a fini en décembre. Ouais. En heures, ça a dû nous prendre 15-20 heures, bien. Ouais, quand même. J'avoue. Bien. Minimum, hein. En comptant tournage, post-prod, la revue des trucs, même plus. les déplacements et tout, je pense qu'on Ouais. On est même sur une trentaine, je pense. ouais, Une trentaine d'heures. on le double, ouais. J'avoue. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, toi, à titre personnel? Là, il est en train de chercher dans Ah ouais, là, j'ai réfléchi, là. Je retiens plein de choses. Je sais pas si c'est... En tout cas, ça m'a permis de développer plusieurs choses par rapport à ma pratique. Et vu que j'enseigne aussi par rapport à mon compte-rendu d'erreur que je peux expliquer après aux personnes que j'accompagne. Déjà, ça me démystifie le fait de travailler avec ses potes. Travailler avec ses potes, c'est une bonne chose tant que c'est clair et carré. Nous, on n'a pas eu de soucis par rapport au taf. La préparation, c'est archi important. Ouais. Même si au final, le deuxième shoot, les images qu'on a gardées, on était beaucoup moins préparés, on est parti un peu plus en YOLO. La préparation reste un truc primordial pour savoir où on va, ce qu'on veut faire et comment ça se passe. Ouais, gagner du temps de fou, malade. Ouais, c'est ça. Et derrière, c'est le côté prendre du plaisir. Avant toute chose, essayer de prendre du plaisir, même dans la difficulté, et relativiser. Dans tous les cas, on devait sortir un truc. Ouais. On n'allait pas se reprendre encore un week-end pour retourner au cours, on devait sortir un truc. Ouais. Donc le truc que je me dis là, c'est peut-être plus prendre 10 minutes. Je voulais sortir de la voiture, moi je reste dans la voiture. Ok, c'est pas idéal, mais vas-y, sors, amuse-toi, déchire tout. Ouais, c'est ça. Bah lourd. Tu nous as pas dit ce que tu faisais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui. Comment tu te présenterais, toi, en vrai? Je suis en train de créer le site là, je suis sur la page à propos. Il y a un mot dessus. Propos? Pardon, il y en a 3. Je m'appelle Noël. C'est bien déjà. Ouais. Non, aujourd'hui, je sais pas trop comment je me présente. Je suis un entrepreneur. Je suis un réalisateur. Ok. J'essaie de me spécialiser dans le contenu à histoire. C'est ce que j'aime faire et c'est ce qui me vient le plus naturellement, donc du storytelling. J'accompagne aussi des entrepreneurs, des médias, des jeunes réalisateurs pour apprendre la vidéo, d'une part, et surtout apprendre ses débouchés, apprendre le business, enfin les formes de business qui sont possibles grâce à la vidéo, parce qu'il y en a des tas, le marché est loin d'être saturé. Permettre à tout le monde de faire des sous décemment. Aujourd'hui, la première école de vidéo en France, c'est YouTube. Et sur YouTube, on t'explique mal comment faire des sous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir des gens qui se vendent à 200 € la journée, 150 € la journée, pour faire une presta de captation, plus de montage. C'est pas rentable pour eux. Ouais. C'est pas rentable pour tout le reste de l'industrie qui, du coup, si t'as une personne qui met son prix à 150 €, c'est beaucoup plus difficile de, toi, justifier ton prix à 800 €. Même si, finalement, le taf, c'est pas la même chose. Ouais. Donc voilà, je considère que ma mission, c'est d'aider, d'accompagner les gens qui sont créatifs et qui ont envie de faire des sous, que ce soit en complément de revenus ou un vrai salaire avec la vidéo. Très bien. Où est-ce qu'on peut te joindre, trouver ou te contacter? noalaoumé.com. Comment t'écris Noël Aoumé? Yes. N-O-A-L. Noël, c'est moi. Bonjour, ça va? Aoumé, A-H-2-O-M-E-Y. .com.
Sur les réseaux sociaux, mon réseau social favori, c'est Instagram, les gars. Noal, non, pas du tout. NoNoVibe, NoNoVibe. Et sur YouTube, c'est Noal Aoumé. C'est tout. Lourd. Est-ce que je t'avais donné entre guillemets, les chiffres de la vidéo? Parce que je t'avais montré je vous avais montré quelques retours et tout. Mais les gens ont vraiment kiffé. C'est le feu. Tu sais qu'en 24 heures, allez, on va dire 48 heures, maximum 48 heures, la vidéo, elle a fait plus de 3000 vues. C'est ouf. Juste par les partages des gens. C'est incroyable, hein. Juste par les gens qui ont partagé, la vidéo a fait plus de 3000 vues. Plus de 2000 vues sur Instagram et à peu près 1000 vues sur YouTube, tu vois. C'est ouf. Et tu sais ce qui est le plus ouf, c'est que j'étais à Lille toute la journée, j'étais en déplacement pour du taf toute la journée, et j'avais promis de mettre la vidéo à 18h sur les réseaux pour le lancement. Mon train est à 18h. Ah oui, oh là là. Mon train était... Moi, je savais pas, parce qu'au début, je connaissais pas l'heure du retour et tout. Et mon train est à 18h04, et il est 18h50, on n'est toujours pas à la gare. On commande un Uber, c'est le rush partout. Donc on y va, on arrive. Et je monte dans le train, il est 17h57. Tu m'as envoyé la version finale, je crois par Drive, mais j'arrive pas à l'enregistrer sur le téléphone. Je fais merde, comment je fais? Je fais une capture d'écran de la vidéo. J'enregistre l'écran de mon téléphone avec mon téléphone, tu te rends compte? Je me rends compte trop fort. J'enregistre et je le mets sur Instagram. Les gens n'y voient que du feu, la qualité reste là, le son parfait et tout, et je balance. Je dis, oh là 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 là. Tu sais que t'es devenu un exemple pour moi. Non, mais je te jure, quand j'en parle maintenant en formation, en coaching surtout, et que les gens me disent ouais, mais du coup, c'est quoi la meilleure qualité pour sortir une vidéo sur Premiere Pro? Je dis écoute, ton client il va te casser les couilles pour avoir de la 4K. Il va te dire c'est pas de la 4K, je veux de la 4K plus. Tu vas lui donner de la 4K plus, comme il veut. Au final, il va filmer son écran de téléphone et il va le poster comme ça. Donc voilà, t'es devenu un exemple. Ah, laisse tomber. Franchement, quand c'est la dernière minute, quand t'es dépassé par les événements, vaut mieux sortir. Moi, je me suis dit, je vais pour la sortie, il faut que je respecte le timing, tu vois. Il te fallait une solution. Il me fallait une solution. En fait, j'ai checké, j'ai vu que la qualité était là, je dis c'est bon, en vrai ça passe. Ouais, lourd. Donc voilà, je l'ai fait. Mais c'est pas un truc que je referais. Hein. C'est une leçon, attention. Par contre, YouTube, j'ai balancé sur Insta. Après YouTube, je me suis dit c'est pas grave. J'ai pris le temps de me connecter sur l'ordi et tout, et de balancer la vraie version, tu vois. Le feu. Mais tu sais ce qu'ils veulent dire, les chiffres là? C'est-à-dire? Les chiffres là, ils veulent simplement dire que gros, t'es archi aimé, t'es archi apprécié. Ouais, j'ai beaucoup de retours et tout sympa, et ça fait plaisir de ouf, tu vois. T'es une bonne personne. Ouais, skip, on essaie. Hein. On essaie. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour le trailer. Merci d'être venu pour raconter un petit peu tes impressions sur la vidéo. Et si tu avais un message à faire passer, ce serait quoi? C'est à toi de m'avoir choisi déjà pour la vidéo. Ça m'a fait très plaisir que tu me proposes. Je sais que tu es entouré de pas mal de personnes dans l'industrie. Et que Dieu fasse le reste. Hein. On Amen. est ensemble. Le trailer est toujours disponible sur internet, sur YouTube, Artisan de l'Esprit, sur mon site internet artisandelesprit.fr et même sur mon Instagram Artisan de l'Esprit, tout attaché. C'est le deuxième post, c'est la vidéo Instagram TV. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires, à prendre le temps de regarder et tout. Ça fait toujours plaisir. L'épisode touche à sa fin. Moi, la morale que j'ai envie de donner par rapport à tout ça, c'est que déjà, au bout de 6 mois, j'ai pas forcément de retour à chaud à faire, si ce n'est le kiff que ça donne. Malgré le temps, l'investissement, tout ça, c'est vraiment du kiff. Et je suis vraiment content de m'être lancé sur ce projet-là. Malgré que j'ai aucune expérience, je suis pas
journaliste, je suis pas tout ça. Je me suis juste buté à regarder des interviews et tout. Et j'ai essayé de faire le truc à ma sauce. Je me suis dit, de toute façon, c'est mon truc. Donc j'essaie de me l'approprier au maximum pour le rendre le plus authentique possible. Et la morale que je peux en tirer, c'est faire ce qu'on aime déjà. En réalité, commencer par ça. Avoir confiance en l'avenir. Et j'ai même envie de dire avoir foi en fait. En soi et en l'avenir et en ce qu'on veut. Et surtout ne pas avoir peur d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie, sans même si on ne sait pas où on va en fait. Et j'ai même envie de dire même si on ne sait pas s'il va y avoir un retour sur l'investissement. Voilà, un petit peu la morale. Bon, j'espère que cet épisode t'aura plu. Il est court. Mais c'est ma façon aussi à moi de te remercier de me suivre et tout, donc ça fait plaisir. Donc n'hésite vraiment pas à me faire des retours si tu as envie, à venir me parler sur Insta, il n'y a aucun souci. Ça fait toujours plaisir d'avoir de la force. Et si tu penses aussi que il y a une personne en particulier qui devrait écouter un épisode, n'hésite pas à partager ou à mettre une note sur Apple Podcast, parce que les notes et les commentaires, ça aide à gagner en visibilité. Et c'est vrai que pour moi, c'est le meilleur moyen de toucher encore plus de personnes, parce que je sais que je peux toucher encore plus de personnes. Donc merci pour tout en tout cas, et écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire.